Chapitre 1. Les fondements de la confiance. James Serrano avait bâti sa vie sur la précision et le contrôle. À 42 ans, il était propriétaire de Serrano Construction, une entreprise qui avait transformé le paysage urbain de Trois-Comtés avec ses tours emblématiques en acier et en verre. Ses mains calleuses pouvaient lire les plans comme des versets bibliques, et ses yeux gris acier ne manquaient de rien sur un chantier. Les ouvriers le respectaient non seulement pour sa réussite, mais aussi pour son intensité discrète qui laissait penser que le contrarier serait une erreur. 20 ans auparavant, il avait épousé Laura Léonard, une magnifique rousse aux yeux émeraudes, organisatrice de mariage. Elle était la fille de l'ancien chef de police de la ville. Léonard, un homme mort en héros lors d'une fusillade entre gangs alors que Laura n'avait que 18 ans. James était tombé sous le charme de sa vulnérabilité, de son besoin de protection et de son rêve de créer des moments parfaits pour les autres. Leurs premières années furent dorées. James construisit la maison de leurs rêves sur un terrain de 4 hectares en dehors de la ville. Une forteresse moderne avec des fenêtres panoramiques, un atelier plus grand que la plupart des maisons et une cave à vin faisant également office de coffre-fort. L'entreprise de Laura, Forever Moment, est devenue le premier service d'organisation de mariage de la région. Il semblait intouchable, mais le succès engendre la complaisance, et la complaisance engendre l'aveuglement. La première faille est apparue il y a 6 mois, lorsque James a remarqué que Laura travaillait tard, répondait aux appels en privé et était inhabituellement protectrice de son téléphone. Lorsqu'il lui a posé la question, elle a affiché ce même sourire radieux qui avait conquis son cœur et lui a expliqué qu'elle organisait un mariage de célébrité exigeant une discrétion absolue. « Fais-moi confiance, chérie », a-t-elle dit en passant ses doigts dans ses cheveux noirs. « Ce contrat nous assurera la vie. » James lui avait fait confiance. La confiance était le fondement de tout ce qu'il avait construit. La deuxième faille est survenue lorsqu'il a découvert qu'elle avait contracté une deuxième hypothèque sur leur maison sans le lui dire. Interrogée, Laura avait les larmes aux yeux en expliquant que la cliente célèbre avait exigé un investissement initial substantiel pour des prestataires exclusifs. Elle avait géré la situation discrètement pour le surprendre par ce succès. « Je voulais prouver que je pouvais construire quelque chose d'aussi impressionnant que ton empire de la construction », avait-elle murmuré contre sa poitrine. James lui avait fait confiance. Mais cette fois, il commença à observer. Ce qu'il vit au cours des semaines suivantes le glaça. Des textos tard le soir qui la faisaient sourire comme elle ne lui avait pas souri depuis des années. Des appels téléphoniques où elle baissait la voix et sortait sur le balcon. Des relevés de cartes de crédit révélant des dîners coûteux dans des restaurants qu'ils n'avaient jamais fréquentés ensemble. La troisième faille se transforma en gouffre lorsqu'il engagea un détective privé, Marvin Grimm, un ancien policier spécialisé dans les affaires matrimoniales. Les photos que Marvin lui livra étaient cliniques et dévastatrices. Laura entrant dans un hôtel du centre-ville avec Salvador Patton, un promoteur immobilier au discours flatteur qui scrutait les projets les plus réussis de James comme un vautour depuis des années. Salvador était tout ce que James n'était pas. Flashy là où James était solide, charmant là où James était direct, et apparemment irrésistible là où James était devenu prévisible. Les photos montraient des dîners intimes, des escapades de week-end, et pire encore, des étreintes passionnées dans des chambres d'hôtel. Le travail acharné de James avait financé sans le savoir. Mais James n'avait pas agi immédiatement. C'était un planificateur, un bâtisseur qui comprenait que les structures durables nécessitent des fondations solides. S'il voulait détruire son mariage, il devait d'abord en comprendre chaque pilier et chaque point faible. Il avait passé des semaines à tout documenter. Relevés bancaires, relevés téléphoniques, reçus d'hôtels et même les enregistrements d'écouteurs qu'il avait installés dans le bureau actuel de Laura. Les preuves dressaient le portrait d'une femme qui menait une double vie depuis plus de 8 mois, finançant sa liaison avec ses biens communs tout en prévoyant de le quitter pour un homme qui lui promettait un style de vie que le succès constant de James ne pouvait égaler. L'ironie ne lui échappait pas. Laura avait planifié la destruction de leur mariage avec la même minutie qu'elle avait apportée aux célébrations du mariage de sa cliente. La trahison avait été orchestrée avec autant de soin que n'importe quel projet que James avait jamais mené. C'est alors qu'il prit sa décision. Si Laura voulait détruire leur mariage, il lui donnerait exactement ce qu'elle voulait, mais à ses conditions et avec des conséquences qu'elle n'aurait jamais. Imagine. James Serrano avait bâti sa réputation sur la livraison de projets en avance et en dessous du budget. Ce projet ne fera pas exception. Chapitre 2. La tempête perfeite.
La révélation de la trahison de Laura avait transformé James, d'un mari confiant, en quelque chose de bien plus dangereux. Un homme n'ayant plus rien à perdre et toutes les ressources à sa disposition pour obtenir justice. Mais avant qu'il puisse mettre son plan à exécution, le destin lui offrit une opportunité qu'il n'aurait pas pu mieux imaginer. Tout commença par un appel téléphonique un jeudi soir sous la pluie. Laura avait encore travaillé tard, ce qui, James le savait maintenant, signifiait qu'elle se trouvait dans l'appartement en attique de Salvador. L'appelante était Ethel Blackburn, la mère de Laura, une femme amère qui n'avait jamais pardonné au monde de lui avoir pris son mari et qui avait passé les 24 dernières années à faire payer son chagrin à tout son entourage. « James, mon chéri », la voix d'Ethel dégoulinait d'une fausse douceur au téléphone. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Peux-tu passer ce soir ?» Ethel vivait dans la vieille maison familiale des Léonard, un monstre victorien du mauvais côté de la ville elle laissa se décomposer autour d'elle comme son propre esprit. Quand James arriva, il la trouva dans le salon, entourée de sa collection de poupées de porcelaine et de coupures de journaux relatant les exploits de son défunt mari. « Assieds-toi, James », ordonna-t-elle en se versant un autre verre de gin. « Il faut qu'on parle de l'avenir de Laura. »« Et du sien ?» Le rire d'Ethel était aussi tranchant que du verre brisé. « Oh, ne fais pas l'idiote. Tu crois que je ne suis pas au courant pour Salvador? Pour leur projet ?» James garda une expression neutre, mais, intérieurement, son esprit s'emballa. Quel projet? Le mariage, espèce d'idiot. Il prévoit de se marier le mois prochain. Un mariage à destination des Bahamas. Très romantique, très cher. Les yeux d'Ethel brillaient d'une satisfaction malicieuse. Laura a utilisé son argent pour financer toute la liaison, y compris les dettes de jeu de Salvador. C'était une nouvelle information. James était au courant de la liaison, mais pas des projets de mariage immédiat ni des problèmes financiers de Salvador. Comment le sais-tu? Parce qu'elle m'a demandé de vendre ma maison pour financer leur nouvelle vie ensemble. Imagines-tu me demander de lui céder le dernier souvenir de son père pour qu'elle puisse filer avec un escroc au discours enjôleur? Ethel se pencha en avant, son haleine imbibée de gin envahissant James. Mais voilà ce qu'elle ignore. J'ai fait mes propres recherches sur monsieur Salvador Patton. Ethel sortit un dossier en papier Kraft rempli de documents. Le petit ami de ta femme n'est pas seulement un promoteur immobilier. James. C'est un escroc professionnel spécialisé dans le ciblage des épouses d'hommes prospères. Tu n'es pas sa première victime, et tu ne le seras pas. Son dernier, à moins que quelqu'un ne l'arrête. James feuilleta les documents. Rapport de police de 3 autres États, déclaration de faillite et témoignages d'autres hommes ayant perdu leurs femmes et leur fortune dans les escroqueries de Salvador. Le schéma était toujours le même. Charmer sa femme, vider les biens communs, disparaître après un mariage expéditif, laissant le mari d'origine et la femme victime brisée et le cœur brisé. Pourquoi me racontez-vous ça? Demanda James. Le sourire d'Ethel était venimeux. Parce que Laura est sur le point de se détruire, et je veux des places au premier rang. Mais surtout, je veux que Salvador Patton paie pour avoir cru pouvoir utiliser une femme Léonard comme un pion jetable dans ses jeux. Ce soir-là, James était assis dans son atelier, entouré de ses outils de travail, et élabora un plan qui ferait passer les précédentes escroqueries de Salvador pour un jeu d'enfant. Si Salvador voulait jouer avec la vie des autres, James lui apprendrait les règles d'un jeu bien plus mortel. La première phase consistait à utiliser la cupidité de Salvador contre lui. James commença à divulguer des informations par l'intermédiaire de contacts du secteur de la construction concernant un projet de développement d'envergure, un complexe hôtelier de 50 millions de dollars nécessitant une expertise immobilière particulière. L'appât était irrésistible. Des profits rapides, une supervision minimale et le genre de projet prestigieux qui allait faire de Salvador un acteur majeur de la région. James s'assura que Salvador sache que Serrano Construction était l'entrepreneur principal et que le promoteur recherchait activement un partenaire immobilier possédant les qualifications spécifiques de Salvador. Le piège était jeté lorsque James organisa une rencontre fortuite avec Salvador au bar du Country Club. Serrano. La voix de Salvador résonna dans la pièce lambrissée d'acajou. Exactement l'homme que je voulais voir. J'ai entendu dire que vous travaillez sur un projet d'envergure. James leva les yeux de son whisky, l'air soigneusement neutre. Salvador, j'ai entendu dire que vous et Laura deveniez sérieux. Félicitations. Le sourire de Salvador s'effaça un instant. De toute évidence,
Il ne s'attendait pas à ce que James soit au courant de leur relation. Eh bien, oui, on se voit. Laura est une femme formidable. C'est vrai, approuva James. C'est pourquoi j'espère que vous la traiterez mieux que vous n'avez traité Margaret Walsh à Denver ou Suzanne Rodriguez à Phoenix. Le Baïsig de Salvador Sevilla. Je ne sais pas de quoi vous parlez. James se leva en posant un billet de 20 sur le bar. Bien sûr que non. Tout comme vous ne savez rien du projet de développement du front de mer. Bonne chance, Salvador. Je suis sûr que ça se passera exactement comme vos autres projets. Alors que James s'éloignait, il sentit le regard de Salvador le brûler dans le dos. La paranoïa était en germe. Salvador allait désormais passer des nuits blanches à se demander ce que James savait et ce qu'il comptait en faire. Mais la véritable beauté du plan de James ne résidait pas dans ce que Salvador pensait savoir. C'était dans ce que Salvador ferait quand son désespoir serait à son comble. Chapitre 3. Le marteau tombe. 2 semaines plus tard, le désespoir de Salvador avait atteint son paroxysme. La campagne de guerre psychologique soigneusement orchestrée par James avait parfaitement fonctionné. Grâce à des intermédiaires et à des informations anonymes, il s'était assuré que les créanciers de Salvador étaient au courant de sa localisation. Ses dettes de jeu avaient été réclamées rapidement, et ses rares transactions commerciales légitimes avaient commencé à échouer suite à des vérifications d'antécédents routinières qui avaient révélé ses agissements antérieurs. Salvador se noyait, et Laura était sa seule bouée de sauvetage pour l'argent dont il avait besoin pour échapper au filet qui le rapprochait. Mais leur mariage prévu aux Bahamas nécessitait un accès immédiat à une somme importante. Cette somme était bloquée dans les actifs de James et ne pouvait être utilisée sans sa coopération ou sa mort. Le plan que Salvador et Laura avaient élaboré était désespéré et bâclé. Né de la panique plutôt que d'une réflexion approfondie. Ils allaient mettre en scène un cambriolage qui avait mal tourné. Salvador jouerait le rôle du héros qui avait tenté de sauver James, mais était arrivé trop tard. Laura hériterait de tout. Il liquiderait les actifs rapidement et disparaîtrait dans un pays où l'extradition n'était pas autorisée avant que quiconque ne puisse enquêter de trop près. Ce qu'ils ignoraient, c'est que James avait anticipé ce scénario précis. Son système de sécurité ne se contentait pas d'enregistrer des vidéos. Il transmettait tout en temps réel à plusieurs serveurs sécurisés. Plus important encore, il avait passé la semaine précédente à préparer leur déménagement inévitable. L'attaque eut lieu un samedi matin, alors que Laura savait que James serait seul dans son atelier. Elle avait renvoyé le personnel de ménage plus tôt que prévu et s'était assurée que sa partie de golf habituelle du samedi soit annulée pour raisons familiales. Salvador entra par la porte latérale que Laura avait laissée déverrouiller. Munie d'un marteau de charpentier issu de la collection d'outils de James, celle-ci était prête. Lorsque Salvador se glissa dans l'atelier, il trouva James apparemment absorbé, examinant des plans à sa table à dessin. Salvador leva le marteau, visant le coup fatal qui résoudrait tous ses problèmes. James s'élança à la dernière seconde. Le marteau s'écrasa sur la table à dessin au lieu de lui atteindre le crâne. Mais le coup suivant de Salvador heurta James à la tempe, l'envoyant s'étaler sur le sol en béton. Du sang coula de la plaie et la vision de James se brouilla tandis que Salvador leva le marteau pour un autre coup. « Tu aurais dû signer les papiers quand elle te l'a demandé. » Salvador halta, le visage tordu par une rage désespérée. « J'aurais dû te faciliter la tâche. » James esquiva le coup suivant, la main refermée sur un cutter qu'il avait stratégiquement placé près de l'établi. Alors que Salvador abattait à nouveau le marteau, James frappa le tendon d'Achille de son agresseur avec la lame. Le cri de Salvador résonna dans l'atelier tandis qu'il s'effondrait, le marteau claquant au sol. James se releva péniblement, le visage ensanglanté, et baissa les yeux vers l'homme qui avait tenté de le tuer pour de l'argent et une femme qui les avait déjà trahis. « Le nouveau petit ami de ma femme vient de me briser le crâne avec un marteau », dit James dans son téléphone, d'une voix terriblement calme malgré la perte de sang. « J'étais à moitié conscient, j'ai essayé d'appeler les secours. » Mais avant qu'il puisse terminer l'appel, Laura fit irruption dans l'atelier. Son visage était un masque de panique en voyant Salvador se tordre de douleur par terre et James debout au-dessus de lui avec le téléphone. Elle lui arracha le téléphone des mains ensanglantées. « Ce n'est qu'une égratignure. Tu vas gâcher notre mariage. » James fixait sa femme, la femme qu'il aimait depuis 20 ans, celle avec qui il avait construit sa vie,
celle qui venait de révéler que sa principale préoccupation n'était ni sa blessure ni même l'état de son amant, mais la protection de leur plan d'évasion. À cet instant, est-elle apparue dans l'embrasure de la porte, attirée par les cris de Salvador. Elle observa la scène avec une satisfaction froide avant de regarder son gendre blessé. « Arrête de faire ton petit pleurnichard, James » ricana-t-elle. Les hommes ont survécu à pire qu'un petit coup sur la tête. James sentit quelque chose se briser en lui. Non pas son crâne, qui palpitait de douleur, mais quelque chose de plus profond et de plus fondamental. Le dernier vestige de l'homme qui croyait en la confiance, en la famille et aux liens qui unissaient la civilisation. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire ensuite. James regarda Salvador, toujours en sang sur le sol de son atelier. Il regarda Laura, serrant son téléphone comme si c'était son ticket pour la liberté. Il regarda Ethel, dont le sourire amer suggérait qu'elle savourait le chaos qu'elle avait contribué à créer. Et puis James lui rendit son sourire, une expression froide et terrible qui entrait leur cauchemar aussi longtemps qu'il leur resterait à rêver. « Tu as raison », dit-il doucement en reprenant le téléphone des mains soudain apathiques de Laura. « Ce n'est qu'une égratignure. » Il raccrocha et éteignit complètement le téléphone. Mais une tentative de meurtre, ce n'en est pas une. Chapitre 4. L'architecte de la ruine. 3 heures plus tard, James était assis aux urgences tandis qu'un médecin recousait une plaie au cuir chevelu. La version officielle était qu'il avait été blessé dans un accident d'atelier. Une version que Salvador et Laura n'étaient que trop enthousiastes à soutenir une fois qu'ils avaient compris l'alternative proposée par James. Voici comment cela va fonctionner. James leur avait expliqué, tandis que l'hémorragie de Salvador s'arrêtait lentement grâce à des bandages de fortune. Vous avez 2 choix. Première option, j'appelle la police, je leur montre les images de sécurité où Salvador entre par effraction et m'attaque avec un marteau, et vous passez tous les 2 les 20 prochaines années en prison. Deuxième option, vous jouez mon histoire d'accident d'atelier, et je vous laisse vivre assez longtemps pour regretter de vous être rencontrés. Le choix avait été facile pour eux. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que la clémence de James n'était pas de la bonté. C'était une forme de justice bien plus élaborée. Pendant que le médecin s'occupait de ses points de suture, James utilisait sa tablette pour surveiller la première phase de son véritable plan. Son entreprise de construction employait certains des artisans les plus qualifiés de l'État. Des hommes qui devaient leur subsistance au succès de James et à leur loyauté envers son traitement équitable au fil des ans. Plus important encore, plusieurs d'entre eux avaient des antécédents qui les rendaient particulièrement qualifiés pour des projets spécialisés. Mickey Boyd avait été expert en démolition dans l'armée avant de rejoindre Serrano Construction. Dean Anderson était un maître électricien qui avait travaillé dans des opérations au noir pour un entrepreneur gouvernemental qui n'existait pas officiellement. Ronnie Keller avait été serrurier avant de se découvrir un talent pour la menuiserie, et ses anciennes compétences étaient restées affûtées. Lorsque James rentra chez lui ce soir-là, son équipe avait déjà commencé le travail. Les caméras de sécurité avaient été améliorées avec des fonctionnalités supplémentaires qui enregistraient tout, mais ne transmettaient que ce que James souhaitait que le monde extérieur voie. Le système électrique de la maison avait été modifié de manière invisible à une inspection superficielle, mais donnait à James un contrôle total sur chaque lumière, serrure et appareil électroménager. Plus important encore, les fondations de sa maison avaient été subtilement modifiées. Ce qui semblait être une petite mise à niveau antisismique était en fait l'installation d'un système de confinement sophistiqué. La cave à vin de James, déjà conçue comme une pièce sécurisée, avait été agrandie pour devenir un espace bien plus polyvalent. « Comment va la tête ?» demanda Laura lorsqu'il entra dans leur chambre. Elle préparait une valise, les mains tremblantes, sa bravade passée sous le coup d'une peur qu'elle ne comprenait pas vraiment. « Ça va guérir ?» répondit James en la regardant se replier sur elle-même avec l'efficacité désespérée de quelqu'un qui s'apprête à fuir. « Où vas-tu ? » Je me suis dit que je devrais peut-être rester chez ma mère quelques jours. Pendant que tu te remets, acquiesça pensivement James. C'est probablement mieux. Laisse-nous tous les 2 le temps de réfléchir à notre avenir. Le soulagement de Laura était palpable. Elle l'embrassa sur la joue, un geste qui ressemblait à une trahison déguisée en affection, et descendit précipitamment avec ses bagages. James la regarda par la fenêtre charger sa voiture et partir, probablement pour réconforter Salvador et planifier leur prochaine action. Il pensait toujours jouer au même jeu, manipulation, séduction et exploitation financière.
Ils ignoraient que James avait complètement changé les règles. Ce soir-là, James était assis dans son atelier, non plus entouré d'outils de construction, mais d'instruments d'un art bien plus précis. Sur son écran d'ordinateur, des plans détaillés s'affichaient, non pas des bâtiments qu'il comptait créer, mais des espaces qu'il comptait contrôler. Absolument. Le sous-sol de la vieille maison Léonard où vivait Ethel allait être rénové. L'appartement en attique où Salvador avait séjourné devait subir des travaux d'électricité, et un entrepôt où Laura conservait son inventaire professionnel nécessitait des améliorations structurelles. Chaque lieu deviendrait la scène d'une mise en scène élaborée qui enseignerait à ces traîtres le véritable sens de l'impuissance. Il lui avait pris sa confiance, son argent et sa sécurité. Maintenant, il allait leur prendre leur liberté, leur espoir et enfin leur vie, mais pas avant qu'ils ne comprennent exactement ce qu'ils avaient perdu et ce qu'ils n'avaient jamais eu. James a visionné les images de surveillance de ce matin-là, observant Salvador s'infiltrer chez lui, le regard meurtrier. Il a scruté le visage de Laura lorsqu'elle lui a arraché le téléphone, privilégiant leur fuite à sa vie. Il a rejoué le ricanement d'Ethel lorsqu'elle l'a traité de faible. À l'aube, il avait planifié leur destin à la minute près. Le jeu n'était plus une question d'argent, de mariage ou même de justice. Il s'agissait de montrer à 3 personnes qu'il avait sous-estimé ce qu'un maître d'œuvre était capable de construire lorsqu'il s'est donné pour mission de créer l'enfer sur terre. Chapitre 5. Le piège se referme. Salvador Patton a découvert le premier signe que son monde s'effondrait en essayant d'accéder à ses comptes offshore le lendemain matin. Chaque mot de passe avait été changé. Chaque question de sécurité avait été modifiée. Et chaque tentative de contacter le service client se soldait par des messages automatiques affirmant que ses comptes faisaient l'objet d'une enquête pour activité suspecte. Le deuxième signe est apparu lorsqu'il est arrivé à son Penthouse et a trouvé la direction de l'immeuble l'attendant avec un avis d'expulsion. Apparemment, son bail avait été racheté par une société anonyme et sa résidence était résiliée pour violation des clauses de bonne conduite de l'immeuble. Le troisième signe fut l'appel de Laura, sanglotant hystériquement. « Salvador, quelque chose ne va pas. Ma mère ne répond pas au téléphone, et quand je suis allé chez elle, toutes les serrures avaient été changées. Il y avait une affiche sur la porte indiquant que la propriété était en rénovation sur décision de justice. » Les mains de Salvador tremblaient en tenant le téléphone. Une ordonnance de justice? Quelle ordonnance de justice? Je ne sais pas. L'avis indique que toutes les demandes de renseignements doivent être adressées à Sorano Construction, mais c'est impossible. James ne voulait pas. Il ne pouvait pas. La voix de Laura s'éteignit sous l'effet des implications. Mais James pouvait, et il l'avait fait. Grâce à ses relations dans le secteur de la construction et à la municipalité, James avait mis toutes les pièces en place. La maison d'Ethel avait été déclarée dangereuse pour la santé en raison de problèmes structurels mystérieusement découverts lors d'une inspection de routine. L'immeuble de Salvador avait été vendu à une société écran que James contrôlait grâce à un réseau de partenariats commerciaux. Et le local de stockage de Laura avait été condamné pour des infractions électriques qui n'existaient pas la veille. La belle simplicité de la situation était que tout était parfaitement légal. James n'avait enfreint aucune loi. Il avait simplement utilisé sa connaissance des codes du bâtiment, des règlements d'urbanisme et des procédures municipales pour démanteler systématiquement leur vie dans le cadre d'une bureaucratie légitime. À midi, Salvador et Laura étaient sans abri, sans le sou, et entièrement dépendants de la clémence de James pour les besoins les plus élémentaires. Leurs comptes bancaires avaient été gelés, dans l'attente d'une enquête sur des transferts d'argent suspects. Leurs cartes de crédit avaient été annulées pour non-paiement de dettes soudainement apparues sur leur relevé. Même leur téléphone portable avait été débranché pour défaut de paiement de factures mystérieusement redirigées vers des adresses fictives. James se tourna vers elle, et l'espace d'un instant, elle aperçut une lueur de l'homme qu'elle avait épousé. L'homme qu'il aimait, la protégeait, construisait une vie autour de son bonheur. Puis la lueur s'éteignit, remplacée par quelque chose de froid et d'implacable. Laura, il y a 24 heures, tu as vu un homme tenter de m'assassiner à coups de marteau, et ta principale préoccupation était de protéger ton projet de mariage. Il y a 8 heures, tu étais dans une chambre d'hôtel avec ce même homme, à planifier la liquidation de mes biens après mes funérailles. Il y a 2 heures, tu m'as appelé pour me demander de l'aide concernant les problèmes que tu avais créés par ta propre trahison. Il retourna à son bureau et appuya sur un autre bouton. Les écrans passèrent à des conversations enregistrées.
Laura et Salvador planifiaient l'attaque, discutaient des biens les plus faciles à convertir en argent liquide, plaisantant même sur le temps qu'il leur faudrait attendre avant que la veuve endeuillée ne se remarie. Voilà qui tu es, continua James. Voilà qui tu as toujours été. J'ai enfin une vision claire. Le silence retomba dans la caravane, à l'exception du bourdonnement des équipements électroniques et du bruit lointain des engins de chantier qui travaillaient de nuit. Quelque part dans cette obscurité, l'équipe de James construisait quelque chose qui servirait des objectifs que Salvador et Laura ne pouvaient encore imaginer. Ta formation commence demain, annonça James. Salvador, tu te présenteras sur le chantier à 6 heures. Laura, tu seras transférée dans un logement spécialisé où tu pourras réfléchir aux choix qui t'ont amené ici. Et si on refuse? Demanda Salvador, bien que sa voix suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. James fit un geste vers l'écran, montrant les hommes dehors. Ensuite, ta formation sera beaucoup plus courte et considérablement plus pénible. Comme par magie, les verrous se déverrouillèrent et la porte de la caravane s'ouvrit. Les 3 hommes en costume entrèrent, l'air neutre et professionnel, mais l'intention était claire. Ces messieurs t'accompagneront jusqu'à ton nouveau logement, dit James. Je te suggère d'en profiter pour réfléchir à la valeur que tu accordes aux privilèges que tu as tenus pour acquis. Des choses comme l'intimité, le confort, la dignité et l'espoir. Tandis que Salvador et Laura étaient emmenés dans la nuit, James reporta son attention sur les plans accrochés au mur. La première phase de leur formation était terminée. Ils comprenaient désormais que leur ancienne vie était révolue à jamais et que leur survie dépendait entièrement de sa clémence. La phase 2 leur apprendrait que la clémence n'était pas quelque chose qu'il était enclin à faire. Chapitre 7. La salle de classe des conséquences. Le premier jour de Salvador comme ouvrier commença à 4h30 du matin dans une pièce sans fenêtre qui avait autrefois été un placard de rangement, mais qui lui servait désormais de logement. L'espace mesurait exactement 1,80 mètres sur 2,40 mètres. Assez grand pour contenir un étroit lit de camp, un seau à usage multiple et rien d'autre. Les murs étaient en béton. La porte était en acier et une unique ampoule était commandée par quelqu'un d'autre. Lorsque la porte s'ouvrit à 6 heures précises, Salvador fut escorté par Mickey Boyd, l'expert en démolition de James, qui avait troqué son treillis militaire contre des vêtements de travail, mais conservait l'allure d'un homme à l'aise avec la violence. « Bonjour, Soleil », dit Mickey avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il est temps de gagner sa vie. Le chantier où Salvador passerait ses journées était un chef-d'œuvre d'architecture psychologique. James l'avait conçu à la fois comme un véritable projet de rénovation et comme un instrument de torture sophistiqué, sans laisser de traces, mais brisant les esprits par sa précision mécanique. La première tâche de Salvador était simple, déplacer une pile de blocs de béton d'un côté à l'autre du chantier. Les empiler précisément selon un schéma. Puis les remettre en place lorsque les spécifications changeaient. Les blocs pesaient 23 kg chacun, et il y en avait 90. Le travail devait être terminé avant le déjeuner, sinon il n'y aurait pas de déjeuner. Pendant ce temps, à 5 km de là, Laura commençait sa propre éducation dans un espace qui avait autrefois été le sous-sol de la maison de sa mère. La rénovation de James l'avait transformée en quelque chose qui ressemblait à une chambre d'hôtel de luxe. Si les hôtels de luxe étaient conçus par des gens qui comprenaient que le confort pouvait être une arme plus efficace que la douleur. La chambre était magnifique. Parquet, meubles coûteux, éclairage d'ambiance et une vue à travers une vitre sans teint qui lui montrait le jardin où elle avait joué enfant. Tout était fourni. Des repas gastronomiques livrés par une fente, des vêtements de marque à sa taille exacte, et même des livres et des magazines pour se divertir. La torture psychologique résidait dans la perfection elle-même. Elle vivait dans le luxe, sachant que chaque confort était un cadeau de l'homme qu'elle avait trahi, offert à sa guise et révocable à son gré. La vitre sans teint lui permettait de voir à l'extérieur, mais elle savait qu'elle était constamment surveillée. La magnifique pièce était encore une cage, et les barreaux dorés étaient plus dégradants que ceux en fer. Le 3e jour, James lui rendit visite. Il entra par une porte dont elle ignorait l'existence, se fondant harmonieusement dans les murs lambrissés. Il était impeccable dans son costume sur mesure. Il ressemblait en tout point à l'homme d'affaires prospère qu'elle avait épousé, tandis qu'elle, assise dans un pyjama en soie qui lui donnait l'impression d'être un costume dans sa propre prison. « Comment vous adaptez-vous à votre nouveau logement ?» demanda-t-il poliment, comme s'il s'enquérait d'un séjour à l'hôtel. Laura avait passé 72 heures à alterner entre rage,
désespoir et marchandage avec un Dieu dont elle n'était pas sûre qu'il l'écoutait. Face à la politesse clinique de James, elle sentit quelque chose se briser en elle. « Que me voulez-vous » murmura-t-elle. James s'assit en face d'elle sur une chaise qui n'était plus là quelques instants auparavant. Un autre rappel qu'il contrôlait chaque aspect de son environnement. « Je veux que tu comprennes ce que tu as fait », dit-il simplement. Pas seulement la liaison, pas seulement le vol, mais la violation fondamentale de confiance qui a rendu tout cela possible. Il posa une tablette sur la table basse entre eux. L'écran diffusait des images de surveillance de leur domicile au cours des 8 derniers mois. Ses appels secrets, ses mensonges sur ses heures de travail tardives, ses vols de documents dans son bureau pour en savoir plus sur ses biens. Tu vois, Laura, je pourrais pardonner cette liaison. 11 décembre. Les mariages se terminent. Les cœurs changent. Je pourrais même pardonner l'argent. Ce n'est que du papier et je peux toujours en gagner plus. L'image changea pour la montrer aidant Salvador à inspecter leur maison, indiquant l'emplacement des coffres-forts, discutant des habitudes de James, suggérant même le meilleur moment et la meilleure méthode pour l'attaque. Mais ça, continua James, sa voix ne s'élevant jamais au-delà d'un ton conversationnel. C'est impardonnable. Tu n'as pas simplement cessé de m'aimer, Laura. Tu as commencé à planifier ma mort. Laura essaya de parler, mais James leva la main. Je ne m'intéresse ni aux excuses ni aux explications. Je m'intéresse à l'éducation. Sais-tu ce qui est arrivé à ta mère? La question frappa Laura comme un coup de poing. Où est-elle? Est-elle en vie? Elle est en sécurité, répondit James. Elle vit dans un établissement très confortable, spécialisé dans l'accueil des personnes en détresse psychologique. Le choc d'apprendre ton projet de me tuer fut pour elle un véritable traumatisme, surtout lorsqu'elle réalisa que ton héritage aurait inclus la vente de la maison de son enfance pour financer ta fuite. Laura le regarda avec horreur. Tu lui avais raconté leur rencontre dans un restaurant en périphérie de la ville. 2 personnes qui se prenaient pour des prédateurs découvrant qu'elles étaient des proies depuis le début. C'est impossible, marmonna Salvador en ajoutant du sucre à un café qu'il ne pouvait pas se permettre. Personne ne pouvait tout coordonner seul. Laura fixait par la fenêtre l'équipe de construction d'un nouveau centre commercial en face. Le logo de Serrano était affiché en évidence sur chaque véhicule et équipement. « Tu ne connais pas mon mari » chuchota-t-elle. Lorsque James construit quelque chose, il reste construit. Quand il déchire quelque chose, elle n'a pas terminé la phrase. Leurs téléphones ont sonné simultanément. Des appareils prépayés bon marché qui ont été livrés au restaurant avec une note leur demandant de répondre immédiatement. La voix de James était calme et conversationnelle, comme s'ils discutaient des plans de week-end plutôt que de la destruction systématique de leur vie. J'espère que vous appréciez votre déjeuner. Le café de Martha's dîner n'est pas génial, mais c'est tout ce que vous pouvez vous permettre maintenant. Je voulais vous donner une mise à jour sur votre situation actuelle. Salvador agrippa le téléphone si étroitement que ses phalanges se tournaient blancs. Vous fils de quoi avez-vous fait? Je vous ai donné exactement ce que vous vouliez, Salvador. Liberté de vos obligations précédentes. Bien sûr. La liberté s'accompagne de certains coups pendant que vous découvrez. James Laura interrompit. Esse voix ceci. Présent. S'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. Nous pouvons résoudre ce problème. Le rire de James était doux et terrible. Réparer quoi, Laura? Votre affaire? Votre vol? Votre tentative de me faire assassiner? Selon vous, quelle partie peut être corrigée? Le silence s'étendait entre eux comme un gouffre. Voici ce qui va se passer, a poursuivi James. En 1 heure, vous recevrez des instructions sur où aller. Vous suivrez ces instructions exactement où vos problèmes actuels sembleront être des inconvénients mineurs par rapport à ce qui vient ensuite. N'essayez pas de courir. Je possède maintenant l'infrastructure de cette ville, et il n'y a nulle part où vous ne pouvez pas vous cacher que je ne vous trouverai pas. La ligne est morte. Salvador et Laura étaient assis dans un silence stupéfait. L'ampleur de leur situation devient finalement claire. Ils pensaient qu'ils exécutaient un simple con, mais ils avaient trébuché dans un piège si élaboré et complet que l'évasion était impossible. 1 heure plus tard, les instructions sont arrivées. Une adresse du côté industriel de la ville avec une seule ligne de texte supplémentaire. Venez seuls, mais rassemblez-vous. L'éducation qui vous manque est sur le point de commencer.
Alors qu'ils traversaient les rues assombristes vers un sort incertain, ni Salvador ni Laura ne parlaient. Il ne restait plus rien à dire. Ils ont trahi un homme qui a construit sa vie sur la précision et le contrôle. Et maintenant, ils étaient sur le point d'apprendre ce qui se passe lorsque la précision et le contrôle sont tournés vers la destruction. L'adresse les a conduits à un chantier de construction entouré de clôtures élevées et de caméras de sécurité. La porte se tenait ouverte et les feux d'inondation ont éclairé un chemin menant à une remorque qui servait de bureau du site. Ils n'avaient d'autre choix que de suivre le chemin que James avait construit pour eux, ce qui conduisait à un calcul qui ferait que leur pire cauchemar semble des rêves agréables. Chapitre 6. Le fondement de la peur. La bande-annonce de construction que Salvador et Laura ont entrée n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Au lieu du chaos typique d'un bureau de chantier, ils se sont retrouvés dans un espace méticuleusement organisé qui ressemblait plus à un centre de commandement qu'un bâtiment temporaire. Plusieurs moniteurs affichaient les flux de caméras à partir des emplacements qu'ils ont reconnus. La maison d'Ethel, l'ancien penthouse de Salvador, le bureau des affaires de Laura, ainsi que les flux de lieux qu'ils ne reconnaissaient pas, mais soupçonnaient qu'ils se familiariseraient bientôt. James était assis derrière un bureau fait d'une plaque massive d'acier et de béton, une représentation physique de l'industrie qui avait construit sa fortune et finançait maintenant leur destruction. Sa blessure à la tête était cachée sous un bandage sombre, mais ses yeux gris étaient clairs et concentrés avec une intensité qui a fait reculer instinctivement les deux visiteurs. « Asseyez-vous » ordonna-t-il, faisant un geste vers deux chaises pliantes en métal positionnées précisément à 6 pieds de son bureau. Lorsqu'ils ont hésité, les lumières de la remorque se sont dimensionnées et les serrures de porte se sont engagées avec un clic audible. Le message était clair. Ils s'asseyaient volontairement ou ils seraient obligés de comprendre que leur coopération volontaire était la seule illusion de contrôle qu'ils avaient laissée. « Permettez-moi d'expliquer votre situation » a commencé James, sa voix portant la même question de fait qu'il a utilisée lors de la discussion des horaires de construction. « Salvador, vos dettes de jeu totalisent désormais environ $200 000. Grâce à certains investissements récents que j'ai faits dans vos créanciers, les personnes auxquelles vous devez de l'argent ne sont plus les gestionnaires de casinos civilisés auxquels vous avez l'habitude de faire face, ils sont considérablement plus directs dans leur méthode de collecte. » Le visage de Salvador pâle. « Tu ne peux pas simplement, je ne peux pas et je l'ai fait. » James a touché un bouton sur son bureau et l'un des moniteurs a affiché un flux de l'extérieur de la bande-annonce. 3 grands hommes en costume chair se tenaient à côté d'une berline noire, clairement visible dans les feux d'inondation. Ils attendent mes instructions. Je peux leur dire que vous n'êtes pas prêt à discuter du paiement, ou je peux leur dire que vous êtes prêt à résoudre votre dette d'une manière qui ne nécessite pas d'argent. La menace était suspendue dans les airs comme de la fumée d'un feu qui avait déjà tout consommé. James a tourné son attention vers Laura. Quant à vous, ma chère épouse, votre situation est un peu plus complexe. Vous voyez, lorsque vous avez forgé ma signature sur ces documents de prêt, vous avez techniquement commis une fraude bancaire. Lorsque vous avez utilisé nos comptes conjoints pour financer votre affaire, vous avez commis un vol. Lorsque vous avez aidé à planifier mon meurtre, vous êtes devenu un accessoire pour tenter un homicide. La voix de Laura était à peine un murmure. Que voulez-vous de nous? James a souri, et l'expression était plus terrifiante que n'importe quel spectacle de colère. Je veux que vous compreniez ce que vous avez perdu. Vous passez tous les deux votre vie à prendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Argent, confiance, amour, vie. Vous n'avez jamais vécu d'être à la réception de cette équation. Il se leva et se dirigea vers un plan mural qui montrait des plans de construction détaillés. Ceci est un projet de restauration sur lequel je travaille. Il s'agit de convertir un ancien bâtiment industriel en un centre de formation spécialisé. Le travail nécessite des compétences très spécifiques et une attention absolue aux détails. Salvador a trouvé sa voie. Quel type de centre de formation? Le genre qui enseigne aux gens la valeur des choses qu'ils ont tenues pour acquises. James a tracé un doigt le long du plan, suivant les lignes qui montraient un réseau complexe de pièces, de couloirs et de ce qui semble être des zones d'observation. Vous participerez tous les deux à ce projet. Salvador en tant que travailleur, Laura en tant qu'étude de sujet. Le détachement clinique dans sa voix était plus effrayant que toute explosion émotionnelle aurait pu l'être. James, s'il vous plaît, Laura a essayé à nouveau. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons résoudre ce problème. Nous pouvons revenir à la façon dont les choses étaient. Laura leva les yeux du livre qu'elle avait fait semblant de lire,
Un roman d'amour sur True Love, conquérant tous les obstacles, que James avait sélectionné avec une ironie délibérée. La bonne nouvelle est que son état psychologique s'est stabilisé. La mauvaise nouvelle est que la stabilisation implique un rejet complet de la fille qui a trahi tout ce qu'elle croyait de la famille et de l'amour. Il a ouvert un dossier et a supprimé une seule feuille de papier, un document juridique écrit dans un langage formel, mais clair dans son intention. Elle vous a légalement abattu, Laura. A changé sa volonté, révoqué votre procuration et vous avez officiellement demandé de ne plus jamais la contacter. Il lui a également donné un témoignage au procureur de la procureure de votre confession sur la planification de mon meurtre. Les mains de Laura secouaient en lisant le document. Les Vaughon. Laura? Elle hocha la tête frénétiquement, prête à accepter tout ce qui pourrait offrir un chemin vers la vie qu'elle a détruite. Excellent. Nous commencerons demain. Comme James l'a laissée seule avec les ruines de ses relations familiales, Laura a finalement compris que son éducation entrait dans sa phase finale. Celui où elle apprendrait que certaines trahisons sont trop complètes pour le pardon, et certains ponts une fois brûlés ne peuvent jamais être reconstruits. Chapitre 9. Le plan final. 6 mois plus tard, James s'est assis dans son bureau surplombant le centre de réadaptation de Riverside achevé, en regardant le lever du soleil peindre les montagnes dans des tons d'or et de cramoisi. L'établissement était désormais opérationnel, financé par une combinaison de subventions gouvernementales, de dons privés et des actifs liquidés des personnes qui avaient appris trop tard que les actions ont des conséquences. Salvador était devenu le patient zéro dans le programme de traitement de traumatologie de la trahison du CEL. Après 4 mois de visualisation des témoignages de ses victimes, d'écriture de lettres de réponse et de participation à une thérapie de groupe avec d'autres auteurs, quelque chose de fondamental avait brisé en lui. Il a maintenant passé ses journées en catatonie productive. Tisser des paniers avec une précision mécanique tout en murmurant des excuses aux personnes qui n'étaient pas dans la pièce. Le psychiatre l'a qualifié de percé. James l'a appelé justice. Les dettes de jeu de Salvador ont été remboursées par le biais d'un programme de libération de travail innovant qui a impliqué des projets de construction dans des pays qui n'ont pas posé beaucoup de questions sur la sécurité des travailleurs ou les réglementations des heures supplémentaires. Il n'aurait plus jamais l'occasion de séduire les femmes vulnérables ou de détruire les mariages de confiance, mais il vivrait de manière à parler pendant de nombreuses années à venir. La réhabilitation de Laura avait complètement emprunté une voie différente. James est entré dans sa belle prison ce matin-là pour la trouver exactement où il l'avait laissée la veille, s'asseyant sur la chaise près de la fenêtre, regardant le jardin au-delà du verre à sens unique avec une expression creuse de quelqu'un qui avait finalement compris l'ampleur de ce qu'ils avaient perdu. « Bonjour », dit James, s'installant dans sa chaise habituelle avec un dossier qui contenait sa leçon quotidienne. Elle n'a pas répondu. Elle parlait rarement plus. Pas depuis le jour il y a 3 mois, lorsque James lui avait joué l'enregistrement du message final de sa mère. Celui où est-elle a expliqué en détail dévastateur précis pourquoi sa fille était morte envers elle et le serait toujours. La leçon d'aujourd'hui concerne le concept de rédemption. James a commencé à ouvrir le dossier pour révéler des photographies et des documents. La question nous explorons si quelqu'un qui a trahi une confiance sacrée peut jamais vraiment faire amende honorable. Les photographies ont montré des scènes de la vie que Laura avait détruites. Leur jour de mariage, les vacances qu'ils ont prises ensemble, des moments de bonheur tranquille capturés alors qu'elle était encore capable d'une véritable émotion. Parmi eux, il y avait des images plus récentes. James seul a des fonctions caritatives où ils étaient apparus ensemble, l'espace vide à côté de lui à l'église où elle s'asseyait, la table du dîner se déroulait pour une. J'ai réfléchi à cette question, a poursuivi James. Et je suis parvenu à des conclusions intéressantes. Il a placé un nouveau document sur la table entre eux, un certificat de décès portant le nom de Laura et la date d'hier. Selon les dossiers de l'État, Laura Leonard Serrano est décédée dans un seul accident de voiture sur l'autoroute 15. Le rapport de police indique qu'elle conduisait de façon irrégulière, peut-être sous l'influence du chagrin sur le récent meurtre de son mari par son petit ami. Très tragique, très final. Les yeux de Laura se concentrent pour la première fois depuis des semaines, fixant le certificat avec une horreur croissante. La femme assise sur cette chaise est maintenant Alice Walton, une patiente de notre établissement qui a souffert d'un trouble d'identité dissociatif grave provoqué par le meurtre de son mari. Elle n'a aucun souvenir de sa vie antérieure, pas de famille pour la revendiquer et aucune identité juridique au-delà de ses dossiers de patients.
La voix de James est restée calme et clinique alors qu'il expliquait l'architecture de sa nouvelle existence. Alice vivra ici pour le reste de sa vie naturelle, recevant d'excellents soins et un traitement pour son état. Elle sera à l'aise, en sécurité et bien fait. Elle sera également complètement isolée du monde extérieur sans visiteurs, aucun appel téléphonique et aucun courrier, sauf ce que le personnel médical juge thérapeutiquement approprié. La belle pièce était soudainement plus petite. Son luxe s'est transformé en rendez-vous d'une tombe. Je lui ai montré les enregistrements, les documents, les dossiers bancaires. Votre mère a passé 24 ans à pleurer un héros et à rêver du jour où sa fille trouverait le genre d'homme digne du nom de Léonard. Le sourire de James était tranchant comme la lumière du soleil d'hiver. Apprendre que sa fille était devenue un accessoire pour meurtre était également une éducation pour elle. La cruauté envers cela a ramené le souffle de Laura. James ne l'avait pas seulement emprisonnée. Il a détruit la foi de sa mère en elle, probablement en permanence. « Tu es un monstre », reproduitait-elle. James le considérait sérieusement. « Peut-être, mais je suis un monstre que vous avez créé, Laura. Chaque mensonge que vous avez dit, chaque dollar que vous avez volé, chaque instant que vous avez passé à planifier ma mort, vous construisant l'homme assis en face de vous maintenant. » Il se tenait pour partir, puis s'arrête à la porte cachée. Salvador apprend la valeur du travail honnête. Votre mère apprend les conséquences de l'élever un enfant sans emporter par la porte. La tablette et les images de sa propre trahison jouent sur une boucle sans fin. 15 livres et développer des callosités qui ne guérissent jamais complètement. Devenez une torture lorsqu'elle est assaisonnée avec l'impuissance. Mais la vraie leçon de James ne faisait que commencer. Un mardi matin qui a commencé comme tous les autres, Salvador était à mi-chemin de sa tâche quotidienne, creusant des tranchées de fondation avec des outils à main parce que l'équipement mécanique était mystérieusement toujours cassé. Lorsque Mickey Boyd s'est approché avec une expression inhabituellement sombre, « Boss veut vous voir », a déclaré Mickey. « Nettoyez d'abord. Vous allez quelque part qui nécessite une meilleure hygiène que cet endroit. » Une heure plus tard, Salvador était assis à l'arrière d'une camionnette avec des fenêtres teintées, ses poignets fixés avec des liens zippés et ses chevilles enchaînées au sol. Le trajet a pris 45 minutes, menant à travers des parties de l'État qu'il n'avait jamais vues avant de arriver à ce qui semblait être une cuillère à l'alcool à la main dans un médecin dans le toctole de l'assiette à des collines très bien. La couche blanche qui s'adapte parfaitement et a porté un badge d'identité l'identification comme le docteur Serrano, chef de la recherche psychiatrique. Chez Walsh, d'autres ont secoué d'avant en arrière, et quelques-uns ont marmonné à propos de la confiance et des promesses et la façon dont les gens qu'ils aiment avaient détruit leur vie. A été recommandé à nos soins par les membres de la famille qui estimaient que la thérapie traditionnelle n'était pas suffisante pour leurs conditions. A expliqué James en marchant. Nous nous spécialisons dans l'aide aux gens à comprendre les conséquences à long terme du traumatisme de trahison. Ils se sont arrêtés à l'extérieur d'une pièce avec une grande fenêtre d'observation. À l'intérieur, une femme d'âge moyen était assise immobile sur une chaise, fixant une photo de mariage tenue dans les mains qui tremblaient constamment. Margaret Walsh. James a dit qu'elle était l'une de vos victimes précédentes. Salvador. Son mari l'a amenée ici après avoir subi une dépression psychologique complète après sa disparition avec leurs économies. Le sang de Salvador s'est transformé en eau glacée. La pièce suivante contenait un homme plus jeune qui arrangeait des soldats en jouets en formation précise sur une table pour les renverser et recommencer dans un cycle sans fin. Robert Shinn, sa femme a suivi exactement votre manuel. L'affaire, le vol financier, la disparition de la scène. Il a été retrouvé 3 jours plus tard dans son garage avec la voiture en cours d'exécution et une note s'excusant de ne pas être à ses hommes pour garder sa femme heureuse. La voix de James est restée clinique et détachée alors qu'il se déplace dans la pièce voisine. Nous l'avons sauvé, bien sûr, mais comme vous le pouvez voir, le processus de récupération est en cours. Room après chambre a révélé les victimes cachées de la carrière de Salvador. Conjoints brisés, enfants traumatisés, parents âgés qui avaient perdu leur maison et leur foi en l'amour de leurs enfants. L'établissement abritait des dizaines de personnes dont la vie a été des dommages collatéraux à qu'on Salvador n'avait jamais regardé en arrière pour examiner. La beauté de votre opération, a poursuivi James, était que vous aviez toujours passé à autre chose avant de voir les vraies conséquences. Vous devez profiter de l'argent et de l'excitation de la séduction sans être témoin des suicides, des pannes ou des familles déchirées par la révélation que l'amour pourrait être acheté et jeté comme toute autre marchandise.
Ils sont entrés dans une salle de conférence où Salvador était assis à une table en face d'un panel de 3 personnes, d'un psychiatre, d'un travailleur social et d'une personne identifiée uniquement comme un défenseur des patients. Monsieur Patan, le psychiatre, a commencé. Nous vous avons amené ici pour participer à un nouveau protocole de traitement que nous développons. Il est basé sur la théorie selon laquelle les auteurs de traumatismes trahissants peuvent être réhabilités par une exposition directe aux conséquences de leur action. Un écran de projecteur est descendu du plafond et Salvador s'est retrouvé à regarder des témoignages vidéo de ses victimes. Les gens dont il se souvenait à peine mais qui se souvenaient de lui avec une clarté cristalline. Ils ont parlé des rêves qui avaient été détruits, de la confiance qui avait été brisée et de la façon dont sa trahison avait empoisonné toutes les relations qu'ils avaient tentées depuis. Le traitement vous oblige à observer ces témoignages pendant 8 heures par jour, a expliqué le travailleur social. Vous serez alors invité à rédiger des réponses détaillées à chaque victime, expliquant votre compréhension de la façon dont vos actions ont affecté leur vie. Et si je refuse ? A demandé Salvador, bien que sa voix ait perdu toute sa confiance. Le défenseur du patient sourit avec une sorte de chaleur professionnelle qui rayonnait de prédateurs déguisés en partenaires de financement. Les combinaisons oranges ont brisé les rochers sous la supervision de gardes avec des armes automatiques. Cette rédemption est ce que James a demandé philosophiquement. Des années de temps pour réfléchir aux choix qui l'ont conduit ici. Il se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte cachée. Bien sûr, si Alice récupère jamais suffisamment sa mémoire pour se rappeler qui elle était, le personnel interprétera cela comme une crise psychologique nécessitant une intervention immédiate. Nous avons constaté que la thérapie électroconvulsive est très efficace pour aider les patients à abandonner les souvenirs traumatiques. La porte scellée derrière lui avec la finalité douce d'un couvercle de cercueil fermé. James a traversé les couloirs de l'établissement, les pièces passées remplies de personnes apprenant que la trahison était un luxe qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Certains étaient de véritables patients qui avaient été endommagés par les brevets du Salvador du monde. D'autres étaient d'anciens prédateurs subissant le type de réadaptation qui a assuré qu'ils ne blesseraient plus personne. La beauté du système était sa justice parfaite. Tout le monde a reçu exactement ce qu'ils avaient donné aux autres. Les trahisons ont appris la confiance. Les voleurs ont appris la perte. Et les gens qui ont détruit les familles ont découvert ce que c'était que de se dissoudre complètement leur propre identité. Dans son bureau, James a examiné les rapports finaux de son équipe juridique. La succession de James Serrano avait été réglée efficacement avec le mari survivant qui a tout reçu selon le testament. Ils avaient déposé un tribunal d'homologation. Il n'y avait eu aucun défi à l'héritage, pas de demande suspecte et aucune extrémité lâche nécessitant une attention. En ce qui concerne le monde, James était un veuf qui avait perdu sa femme dans un accident tragique peu de temps après avoir survécu à une tentative de meurtre par son amant. Il avait canalisé son chagrin dans le travail philanthropique, financé les établissements de santé mentale pour les victimes de traumatismes et le soutien de la législation visant à protéger les familles pour les prédateurs financiers. Il était, par tous les comptes, un pilier de la communauté et une inspiration pour d'autres survivants de la trahison. James a ouvert son tiroir de bureau et a supprimé une photographie. Lui-même et Laura le jour de leur mariage, jeunes et heureux et croyant toujours que l'amour était suffisant pour les protéger des cruautés du monde. Il a étudié son visage sur l'image, radieux de joie que cela semblait authentique à l'époque, mais se sentait maintenant comme le premier mensonge d'une relation construite sur la tromperie. Pendant un moment, il a presque ressenti quelque chose qui aurait pu être regret. Puis il se souvenait du marteau tombant vers son crâne, sa femme arrachait le téléphone pour protéger son plan d'évasion et est-elle le qualifiant de faible pour les saignements d'une tentative de meurtre. James a fermé le tiroir et a remis son attention sur les plans de construction pour son prochain projet. Il y avait d'autres prédateurs dans le monde, d'autres familles détruites par des personnes qui pensaient être trop intelligentes pour faire face à des conséquences pour leurs actions. Le centre de réadaptation Riverside n'était que le début. Après tout, James Serrano avait construit sa réputation sur la livraison de projets avant la date et le budget, et il avait tellement plus à construire. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.